Bonsoir tout le monde et bienvenue au premier débat du Festival Printemps en Palestine à l'Université de Paris 8. Donc ce soir, on a Jim Cohen qui va parler des relations États-Unis, Israël et Palestine. Il est maître de conférence ici à Paris 8 au département de sciences politiques. Il se passe quelque chose, une relation spéciale, voire très spéciale entre les États-Unis et Israël, qu'il faut essayer de comprendre pour voir quelles sont les perspectives d'un changement politique qui ferait que la communauté internationale exercerait plus de pression que d'habitude sur l'État d'Israël pour lâcher prise et remettre en cause sa politique de colonisation et d'apartheid. Il y a un débat qui commence réellement aux États-Unis, qui avait été plus ou moins étouffé, mais qui commence à pouvoir être mené dans l'espace public aux États-Unis depuis quelques années seulement, sur l'existence de cette engeance mystérieuse dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle le lobby. Aux États-Unis, il se trouve que le lobby est d'abord une entité légale. Il ne s'agit pas d'une entité au contour flou, il s'agit d'une entité très organisée, plusieurs entités qui convergent vers un même objectif, qui est une défense des intérêts de l'État d'Israël, tel que eux, les membres du lobby, le définissent, dans un jeu de coalition qui se déplace parfois entre eux-mêmes et les dirigeants israéliens. Parce qu'il se trouve qu'au sein de ce lobby, il y a ceux qui sont vraiment les jusqu'au boutistes de la colonisation et voire même du transfert des Palestiniens. Mais il y a également ceux qui sont un peu plus nuancés et qui sont en gros alignés sur des positions un petit peu en deçà, si vous voulez, des positions de peace now, c'est-à-dire il leur arrive de critiquer Israël parfois, mais en général du bout des lèvres, parce qu'ils ont d'abord le souci de la bonne image de l'État d'Israël. Il ne faut pas trop les engueuler parce que ça les froisserait. Donc, même quand il y a des coups de force, comme il y en a tout le temps, naturellement, dans le domaine de la colonisation, ils préfèrent se taire ce n'est pas complètement monolithique, mais en gros, ça pousse dans la même direction. Alors, il y a un débat, parce qu'avant, ce débat ne pouvait même pas avoir lieu. Chaque fois qu'on parlait de lobby et on accusait le lobby d'exercer une pression excessive en faveur de l'État d'Israël, sans laisser les autres parler, sans qu'il puisse y avoir un vrai débat public qui en ferait entrer en ligne de compte les thèses des Palestiniens. Jusqu'à récemment, ce débat était étouffé parce qu'on disait, bon, vous n'avez pas le droit de dénoncer le lobby parce que vous parlez de lobby et donc c'est antisémite. C'est un sujet tabou. Deux grands professeurs de relations internationales qui sont relativement conservateurs d'ailleurs, ils ne sont pas des pro-Bush, ils sont contre la guerre en Irak, mais c'est pas non plus la gauche anti-guerre, ce sont des profs de relations internationales qui ont pour principal souci la puissance, la bonne image des États-Unis dans le monde. Du point de vue théorique, il se situe dans l'école dite réaliste des relations internationales et donc ce qui les intéresse, c'est que l'État puisse faire valoir ses intérêts. L'argument qu'ils développent dans ce livre, qui fait 500 pages et qui est extrêmement bien documenté, est que le lobby est le principal acteur, pas le seul tout à fait, mais le principal acteur qui empêche l'État américain de faire valoir ses intérêts dans le monde, parce que c'est en défendant Israël jusqu'au bout que les États-Unis trahissent leurs propres intérêts. Alors c'est un argument propre de l'école réaliste, et je leur laisse la responsabilité de cette manière de développer l'argument, mais en tout cas, le débat sur le lobby est enfin ouvert et on peut enfin en parler. Il y a un autre débat en marge de celui-là, réellement intéressant, entre personnes qui pensent que le lobby est un problème important et que le lobby est un adversaire important qu'il faut essayer de contrer dans son influence, et ceux qui pensent que le lobby est un faux problème parce que le vrai problème serait ailleurs. Quelqu'un comme Noam Chomsky, le point de vue qu'il développe est que c'est un faux problème parce que la vraie stratégie des États-Unis est élaborée ailleurs que dans les cercles de lobby. Le lobby ne sert que de force d'appoint pour Israël, mais les vraies déterminations stratégiques sont prises par la présidence, par le Pentagone, par
par une élite stratégique qui agit en fonction de ses propres paramètres, ses propres critères de puissance. Hein, et le lobby, finalement, n'est qu'un petit acteur secondaire qui n'a pas énormément d'influence. Les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, John Mearsheimer et Stephen Walt, qui ont écrit un livre intitulé « Le lobby pro-israélien aux États-Unis », traduit quelques mois plus tard en français. Dites-vous bien que ce sont des conservateurs, mais des conservateurs qui commencent à changer de bord parce que, même en tant que conservateurs qui ont le souci de l'Empire américain, ils pensent que le soutien pour Israël est exagéré. Ces professeurs le décrivent largement, hein, parce qu'il y a plusieurs dizaines de pages de description de l'activité quotidienne de ce lobby, et ils montrent à quel point ce lobby développe un travail d'influence, il développe une information très orientée en direction des élus du Congrès des États-Unis, des deux chambres du Congrès. Mais ce qui se passe aussi, c'est que le réseau d'influence qui se constitue s'exerce plus largement que le Congrès, et il se trouve aussi que chaque fois que quelqu'un qui se présente au Congrès ou qui est élu au Congrès en développant publiquement des positions qui vont à l'encontre de ce que pense le lobby, on s'arrange pour qu'il soit écarté. Aux prochaines élections, on trouve le candidat, n'importe quel candidat d'ailleurs, qui recevra tout l'argent pour battre la personne en place. Alors, qu'en est-il d'Obama? Ces derniers jours, on commence à avoir une idée un peu plus concrète. Il y avait beaucoup d'espoir soulevé, puisque d'abord on pouvait difficilement faire pire que Bush, et puis voilà qu'on élit un président qui est pour une fois quelqu'un qui est très intelligent, qui apprend vite, qui s'approprie des dossiers et qui a une certaine connaissance du monde, et qui par-dessus le marché avait à une autre étape de sa vie des connaissances palestiniennes. L'auteur, le professeur Rachid Khalidi était un ami d'Obama plus jeune. D'ailleurs, certains conservateurs, pendant la campagne électorale, ont reproché à Obama d'avoir eu une fois cet ami, Rachid Khalidi. Bon. La première décision qui a été prise concrètement une fois Obama élu, c'est que l'envoyé spécial envoyé dans cette région du monde n'était pas celui que le lobby voulait. Le lobby aurait préféré quelqu'un comme Dennis Ross, qui est plus proche de l'opposition. C'est la version modérée du lobby, mais c'est quand même bon, ce qui... le choix d'Obama était le choix de quelqu'un qui avait une histoire de critique des colonisations. Alors c'est M. George Mitchell qui est sur place en ce moment. C'est un ancien sénateur qui a 77 ans, qui est arabisant, qui est de mère libanaise et qui n'est pas, disons, le pire de ceux que Obama aurait pu choisir. Puis dernier événement, c'est tout frais, là, c'est une nouvelle qui est sortie hier ou avant-hier, la personne que Obama voulait nommer à la tête d'un conseil qu'on appelle le National Intelligence Council. Voilà. Obama avait l'idée de nommer M. Chaz Friedman à la tête de ce conseil, et après 15 jours de polémique, avec le lobby comme protagoniste, disant que cet homme est indigne de la fonction parce qu'il a critiqué Israël, et effectivement c'est quelqu'un qui a beaucoup critiqué Israël sur les colonisations et qui n'a pas sa langue dans sa poche, eh bien il est écarté. Il a été obligé de renoncer à cette fonction avant d'y entrer, tout simplement parce que la pression du lobby était trop forte. Le lobby a emporté cette épreuve-là. The American Israel Political Action Committee, qui est l'organisation principale du lobby, a des millions et des millions de dollars qui brassent et quelque chose comme 150 salariés. Vous avez entendu parler peut-être d'une université qui se trouve juste là à côté où je suis né, et c'est ma sœur qui a étudié, qui est la première université aux États-Unis à déclarer son soutien au boycott et qui désinvestit, comment dit-on en français? Divest, hein. Oui, voilà, c'est une université privée qui s'appelle Hampshire College, qui est située dans l'ouest du Massachusetts. Même si on a envie, disons, par sens commun, de faire une sorte de croix sur les États-Unis en disant bon, ça ne bougera jamais, parce que le lobby est trop fort, parce que l'opinion est acquise à cette idée que Israël c'est la seule démocratie dans la région et que les autres c'est des terroristes, etc. Il y a quelques petites choses qui commencent à bouger et on arrive à avoir plus de crédibilité qu'avant, même si les médias ne font pas très attention à ce qu'on dit. Il y a des surprises parfois. Et la publication il y a 2 ans, pas tout à fait 2 ans, d'un livre de l'ex-président des États-Unis,
qui n'était pas un très bon président quand il était là, mais c'est un excellent ex-président dans sa retraite, c'est Jimmy Carter, qui fait et cause pour une paix négociée entre Israéliens et Palestiniens, et qui a écrit un livre qui a fait scandale quand il a été publié, et qui est disponible également en français. Le titre du livre, il faut mesurer l'impact de ça dans l'opinion aux États-Unis, « Peace, not apartheid ». La paix et pas l'apartheid. Alors pour la première fois, un homme politique de poids a osé prononcer le mot apartheid.